Je vais commencer par ce que Victor Hugo, puisqu'on a passé un extrait de la légende du siècle, eh bien, je vais prendre l'auteur de la légende des siècles, lorsqu'il parle justement de la devise. Liberté, égalité, fraternité, rien à ajouter, rien à retrancher. Ce sont les trois marches du perron suprême. La liberté, c'est le droit, l'égalité, c'est le fait, la fraternité, c'est le devoir. Tout l'homme est là. Cette affirmation de Victor Hugo place la fraternité au sommet de l'édifice républicain, plus exactement du perron qui fait entrer dans l'histoire. Et la fraternité représente la marche la plus haute, la dernière. Mais ce n'était peut-être pas forcément le bon ordre. Parce que d'abord, si la formule date de la Révolution de 89, la fraternité n'a été ajoutée sur les frontons des édifices républicains qu'en 1880, même si elle a été officialisée en 1848. D'autre part, l'abbé Grégoire, lors du serment du jeu de paume en 89, voulait poser la fraternité à la première place. Sartre, d'ailleurs, ne parle pas autrement en 78, lorsqu'il est interviewé par des journalistes brésiliens. Ça vient de sortir, d'ailleurs, dans Libération, parce que c'était un petit peu... Ça n'avait pas été traduit comme interview. Vous savez, nos trois principes, liberté, égalité, fraternité, c'est la fraternité qui doit être à l'origine de l'action politique. On se réunit, on discute de l'action à faire en tant que frères. Et Camus remontait plus haut, comme Sophie l'a dit tout à l'heure, à la décision de lutter contre l'injustice. Je me révolte, donc nous sommes. La fraternité naît de l'indignation, à l'action de suivre. En revanche, la fraternité ou la mort fleurit sur les murs de Paris jusqu'en 93. S'il peut signifier soit mon frère ou je meurs, il peut aussi, comme ironise Chamfort, menacer soit mon frère ou je te tue. Prélude aux diverses dictatures du XXe siècle, Sartre en a forgé le concept de fraternité-terreur. Enfin, conscient de toutes ces ambiguïtés, Malraux associe constamment la fraternité et la mort, dans ses romans comme dans ses essais. D'abord parce que, je le cite, de notre devise républicaine, ce mot rescapé est le seul qui réponde au christianisme. Et ce n'est pas un hasard s'il écrit cela dans Lazare. Mot ressuscité. Ensuite, parce que le christianisme, après avoir produit les fraternités des couvents, a suscité des ordres guerriers et des guerres de religion. Enfin, parce que la fraternité s'est souvent constituée contre, au prix de nombreux sacrifices. Le poids de l'histoire, l'expérience vécue, la fratrie même de Malraux joue un rôle majeur dans cette fraternité qui entre dans son esprit avec son funèbre cortège. Les fratricides, Caïn, Abel, Éthéocle et Polynice, enfin bref, tous les révolutionnaires chinois des conquérants et de la condition humaine, comme les républicains espagnols dont Sophie parlait tout à l'heure, anarchistes contre communistes dans l'Espoir, rivalisent avec des ennemis fraternels. Les Allemands et les Français interrompent la guerre 24 heures pour célébrer Noël pendant la Première Guerre mondiale. De même que les soldats allemands viennent porter les Russes gazés à la bataille de Bulgakov dans les noyers de l'Altenbourg. Alors, la fraternité, c'est ce qui, comme l'indique l'étymologie de religion, relie et donne en legs. Elle transcende l'homme comme la religion, mais aussi comme l'art, même si elle se manifeste souvent par la conscience de la présence concrète de l'autre, par des mains serrées, accrochées à l'autre humain dans un monde inhumain. Mais la fraternité ne se décrète pas, elle se propose ou s'éprouve, comme le rappelle Alexandre de Vitry dans son essai sur la fraternité qui vient de sortir en mars. L'Antiquité grecque a eu recours à deux mots pour distinguer le frère spirituel, le frater, du frère de sang, Adelphos. Et Baudelaire, évoquant tous ces banquets républicains où, alors je vais vous le citer, l'on porte des toasts à Jean Valjean, à l'abolition de la misère, à la diffusion des Lumières, au vrai Jésus-Christ, législateur des chrétiens, enfin, à toutes les stupidités propres à ce 19e siècle où nous avons le fatigant bonheur de vivre, eh bien, Baudelaire oppose à une fraternité universelle impossible le droit naturel de choisir ses frères.
Et cette formule nous semble nous rapprocher beaucoup de ce que Malraux va vivre. C'est pourquoi je vais commencer par la fratrie. C'était d'abord un frère spirituel de Baudelaire, comme Baudelaire était le frère spirituel d'Edgar Poe. Mais il faut peut-être commencer par la fratrie naturelle de Malraux pour entrer dans la fraternité de ses romans, de ses essais, de ses discours. Une fraternité qui relie et qui donne en legs. Alors, depuis que le petit Georges André, on sait qu'il s'appelle Georges André à la naissance, régulièrement conduit par sa mère au cimetière de Saint-Maur-des-Fossés, où sa mère a fait enterrer son cadet, Raymond Fernand, mort à 3 mois, régulièrement conduit, c'était pénible, et selon la formule de Jean-François Lyotard, il a vu avec les yeux de Berthe, le prénom de sa mère, la confusion épouvantable qu'est un visage d'enfant mort et la glaise l'engloutir, il associe la femme et la mort, qu'elle l'accompagne ou l'entérine. Cette image l'obsède tant dans son rapport à la mère qui met au monde et enterre que dans l'horreur de la redite. Là encore, c'est Lyotard qui parle, entre autres dans Signé Malraux. Le bios qui grouille dans la jungle cambodgienne ou qui nourrit les rêves des héros malrussiens de pieuvres et d'araignées, c'est la répétition sisyphéenne, c'est la redite. Ce petit frère mort, André, n'en veut pas et préfère choisir ses demi-frères, Roland et Claude, nés d'une autre mère, plus vivante, disjointe des 3 parcs qui règnent sur la petite boutique de Bondy, sa mère, sa tante et sa grand-mère. Ces cadets, plus engagés, entrés très tôt dans la résistance, tous deux œuvrant pour le Special Operations Executive, deviennent des moteurs et des frères choisis, comme l'exigeait Baudelaire. Le serment sur la colline dans le Maquis en 1944 unit encore plus étroitement Roland et son aîné André. André a solennellement choisi, s'il venait à mourir, Roland, transment le demi-frère, déjà père officiel de son premier fils Gauthier, en père adoptif de Vincent à naître. Roland mort, c'est André qui adopte son neveu Alain, de l'Adelphos au frater, mais dans une circularité familiale. Ce legs préventif annonçait celui de l'engagement dans la fraternité virile de la brigade Alsace-Lorraine. Mais Josette Clotis, la mère de Gauthier et de Vincent, celle qui a vécu avec Malraux après Clara, frustrée de ne pas être une Malraux, puisque justement Clara et André n'ont pas divorcé, envisage un autre père symbolique, un parrain douteux, Drieux-La Rochelle, le frère piégeux. Charles-Louis Foulon, dans le dictionnaire Malraux qu'il dirige avec Janine Mossulavo et Michael de Saint-Chiron, entame l'entrée frère par le rappel de ce qu'il nomme une faute politique, mais surtout une infamie. Josette Clotis écrit en 1943 « André et moi, qui sommes sans frères, pour demander à Drieux d'être le parrain de Vincent. » Roland a déjà donné le nom de Malraux au fils aîné en le reconnaissant, et Drieux est un collaborateur actif, un fasciste convaincu. En décembre 1942, dans La fin des haricots, Drieux imagine la France livrée à une guerre civile où Malraux devra le tuer comme lui le tuera ou le fera fusiller. « Sinon, ce ne serait pas sérieux », conclut-il. Encore la fraternité ou la mort, selon le sarcasme de Chamfort. La lettre de Drieux, écrite avant de se suicider en 1945, plonge encore plus Malraux dans une parenté forcée, puisque Drieux l'intronise religieusement frère en Nietzsche et en Dostoïevski. Désir de retour à une pureté adolescente ou piège contaminant Malraux par la fraternité d'un fasciste. Son suicide empêche Malraux de refuser cette fraternité lustrale, mais il a déjà promu dans son œuvre des fraternités si édifiantes qu'il tentera de les retrouver dans l'engagement résistant, militaire et politique. Et c'est ainsi qu'on entre dans la fraternité romanesque, deuxième partie. Dès la tentation de l'Occident, Malraux improvise des dialogues entre civilisations qui, dans leurs différences, devraient construire une fraternité universelle, expression qui revient assez souvent sous sa plume. La voie royale s'ouvre sur une discussion fraternelle entre Claude Van Eyck et Perken, lequel évoque un frère d'armes, Grabeau, qu'il cherche à retrouver. Contre la jungle qui désagrège les temples et les hommes, contre les Moy qui ont castré Grabeau et crevé son œil valide pour en faire un esclave, la fraternité doit restituer la dignité, l'égalité, voire la liberté.
Mais la fraternité de Perkan le tue, il meurt lentement, empoisonné par une pointe moye. Et s'il les fait échapper au moye, son agonie, pour Claude, relie la fraternité et la mort. Il ne peut qu'exprimer par les yeux et les mains serrées cette, je le cite, fraternité désespérée qui le jette hors de lui-même. La fraternité, toujours, s'associe à la mort. Dans Les Conquérants, la fraternité apparaît plus évidente, d'abord avec la compréhension fraternelle de Garine par le narrateur, ensuite par la solidarité des révolutionnaires, même si le fratricide pointe, car la politique l'exige. Il faut sauver le groupe, la mission, au prix du sacrifice de soi, d'un vieux sage trop indécis, le fameux Cheng Dai, de révolutionnaires trop exaltés qui se massacrent entre eux au moindre soupçon, Hong, et que leurs anciens frères abattent pour maintenir la ligne. L'explicite s'achève sur une victoire précaire, mais Garine va mourir de sa maladie, de ses doutes, de ses blessures. Alors le narrateur, encore une fois, se penche sur son frère de lutte, Garine, cherchant un signe de joie sur son visage, mais il n'y trouve qu'une dure et pourtant fraternelle gravité. La condition humaine illustre encore mieux le concept ambigu de fraternité dans des scènes inoubliables. Ça commence avec la surprise de Kyo, sortant de sa jalousie, puisque Mai vient de le tromper, pour voir en sa femme une sœur de combat, une complicité consentie, conquise, choisie, écrit Malraux. Cela se poursuit avec la chaîne humaine qu'organise Mai sur le toit d'un poste de police. Il remplace un lanceur épuisé accroché à une chimère. Et l'amphibologie est assez amusante ici, puisque c'est une lutte peut-être chimérique. Toujours est-il qu'il s'accroche à la chimère pour lancer des touques enflammées dans les fenêtres de l'étage. Puis certaines fenêtres sont trop éloignées, alors il rampe sur la chaîne fraternelle qu'il a constituée, et malgré ses blessures, il parvient enfin à toucher la fenêtre du commandement. Et le récit est ponctué de réflexions intérieures où Chen cherche précisément à éprouver une chaude fraternité. Mais l'assassinat qu'il a commis d'Elinkipit semble l'avoir coupé du monde des vivants. Malgré l'intimité de la mort, malgré ce poids fraternel qui l'écartelait, il n'était pas des leurs. Puis la célébration de la fraternité retrouve une tonalité religieuse dans le préau goyesque de l'école où les condamnés attendent d'être jetés vivants dans les chaudières des locomotives. D'abord, Kyo croque son cyanure comme s'il eût commandé, et cette mort héroïque déclenche une oraison funèbre qui convoque les chevaliers d'antan. La mort apaisée de Kyo résulte de sa certitude d'avoir combattu l'humiliation et de mourir avec ses frères d'armes. On connaît ce passage formidable, un mort saturé de ce chevrotement fraternel, assemblé de vaincus où des multitudes reconnaîtraient leurs martyrs, légendes sanglantes dont se font les légendes dorées. Cette référence aux saints martyrs du christianisme prépare une scène de communion, où Katov devient un Christ de la fraternité. Au lieu de croquer son cyanure, il le coupe en deux pour en offrir justement les moitiés à ses compagnons terrifiés. Par la maladresse de l'un qui était blessé à la main, le cyanure se perd et Katov est obligé de tâtonner. Il le retrouve et qu'est-ce qu'il s'écrie ? Ô résurrection ! Avant de serrer fortement les mains de ses frères condamnés, il attend leur mort avec eux et le tremblement qui la signale lui semble un abandon. Puis il se lève à l'appel du garde et sa marche magnifiée par l'éclairage d'un fanal qui grandit son ombre ressemble au sacrifice christique après le partage du pain et du vin, du corps et du sang. Un silence atterré l'accompagne. Ce qui remplace l'oraison de Kyo, ce sont tous les regards qui le suivent avec amour, avec effroi, avec résignation. Les scènes de fraternité réapparaissent dans Les Noyés de l'Altenbourg et même dans Le Démon de l'Absolu, quand Laurence se fond dans le peuple du désert, édifié par ses prêches et son courage. Nous avons déjà évoqué la solidarité des soldats allemands sauvant les Russes gazés à Bulgakov, mais il y a aussi la fraternité des camps et des tranchées dans Les Noyés de l'Altenbourg. Il serait trop long de restituer toutes les occurrences de la fraternité dans les romans de Malraux, comme la reconnaissance éperdue de Kastner dans Le Temps du mépris quand il déchiffre les coups frappés et qu'il comprend que ses guénos, camarades,
Ainsi allons-nous scruter plutôt l'espoir pour 2 raisons. D'abord parce qu'apparaît une fraternité entre hommes et femmes, voire une sororité à Majorque, mais surtout parce que l'espoir devine ce qui semble vouer toute fraternité à l'échec. Son enthousiasme, son désordre et sa trop grande proximité avec la mort. Alors, de l'espoir à la résistance, grandeur et misère de la fraternité. Si l'on note ça et là l'engagement de femmes aux côtés de leurs frères d'armes, la descente des aviateurs blessés vers Linares ou l'empressement des femmes à soigner les blessés, à leur servir du bouillon de la dernière poule du village, à retenir leurs pleurs en saluant leurs camarades étrangers d'un poing levé, ça reste un des moments les plus forts de la communion fraternelle. Mais un fragment coupé de l'espoir révèle une touchante sororité chez les miliciennes de Majorque. 3 femmes sont arrêtées, assument leur nom à Franco, se vantent même d'avoir tenu des mitrailleuses, ce qui est faux. Et dans la nuit qui précède leur exécution, elles se rapprochent en évoquant une sorte de métempsychose syncrétique où elles renaîtraient en reines, ou exactement les mêmes. La mort n'est jamais une menace, c'est plutôt une forme d'espoir. Elles tiennent par leur solidarité, par leurs paroles. Un gardien, que le narrateur dit incolore, aveugle, crétin, les écoute. Ceux qui vont mourir ne parlent pas de la mort sans autorité, commentera Garcia le lendemain matin. Elles sont fusillées. Mais leur entretien nocturne restera dans la mémoire du gardien qui le racontera à Garcia, lequel le perpétuera en évoquant l'échec de la résistance majorquine, la sororité dans la mort. Après l'échec espagnol vient la Seconde Guerre mondiale et la fraternité des maquis. Là encore, les femmes entrent en lutte, souvent dans les transmissions. Lire les feuillets regroupés par Henri Godard et Jean-Louis Janel sous le titre Non. Dans le miroir des limbes et ses discours, Malraux rappelle souvent ces femmes noires de Corrèze qui, le lendemain d'une exécution des partisans, se tenaient dans le cimetière dès l'aube, droites et en deuil devant la tombe familiale. Vigiles, hostiles, mais muettes, elles symbolisaient la résistance fraternelle aux abominations nazies. Avec les rescapés des camps, Malraux associe les résistantes et les femmes noires de Corrèze à Jeanne d'Arc et au nom d'Antigone. La résistance des femmes suppose d'abord une sororité qui soutient la lutte contre tout despotisme et nargue les ennemis. Mais revenons à ce qui, dans l'espoir, peut expliquer, en dehors de l'absence de soutien des démocraties occidentales, l'échec des républicains. L'échec de la fraternité sans la liberté ni l'égalité. Si comme Kyo, Barca affirme que le contraire de l'humiliation, c'est pas l'égalité, c'est la fraternité, les républicains sont obligés d'admettre que l'enthousiasme du peuple doit aboutir à un ordre pour triompher des franquistes. Pour Garcia, la lutte va être une guerre technique et nous la conduisons en ne parlant que de sentiments. Cette guerre technique, c'est l'ensemble des moyens qui donnent à des collectivités combattantes la plus grande efficacité. Il commente le bruit de la foule enthousiaste. C'est l'apocalypse de la fraternité. Elle vous émeut, je le comprends bien. C'est une des choses les plus émouvantes qu'il y ait sur la terre. Et on ne l'y voit pas souvent. Mais elle doit se transformer sous peine de mort. La fraternité devient ici collectivité, comme Jean-Luc Nancy lui substitue la communauté, dans une même symbiose avec la mort. C'est par la mort que la communauté se révèle et réciproquement, écrit Nancy. Garcia ne parle pas autrement au Négus, l'anarchiste qui conteste la hiérarchie dans la lutte. Quand on veut que la révolution soit une façon de vivre pour elle-même, elle devient presque toujours une façon de mourir. Entre les manœuvres des communistes, manipulés ou non par l'Union soviétique, le délabrement des armes et des avions, la discorde entre les groupes et l'absence de vrai commandement militaire, qui sera celui de De Gaulle, la résistance à l'armée de Franco échoue. La fraternité ne saurait donc suffire. Malgré Barca, qui la préfère à l'égalité, la fraternité, forme de transcendance, ne peut s'institutionnaliser seule. Il lui faut, après une lutte organisée, établir juridiquement l'égalité dans la liberté. La fraternité doit donc s'engager et construire. Dans le dictionnaire Malraux, Janine Mossulavaux ouvre l'entrée fraternité par le rejet des croyances auxquelles Malraux substitue la nostalgie de la fraternité en armes, telle celle des croisés, actualisée dans les résistances contemporaines.
la dimension collective de la marche engagée. Si Malraux n'entre dans la résistance qu'au printemps 1944, n'oublions pas son combat de journaliste anticolonialiste en Indochine. Un premier épisode fraternel s'insère dans ses souvenirs. Un typographe risque sa vie en volant pour les lui offrir les caractères absents du vietnamien après que la police a saccagé l'imprimerie du journal L'Indochine ou l'Indochine enchaînée. Autre engagement fraternel et anti-nazi, sa défense avec Gide, en janvier 1934, de Dimitrov, accusé d'avoir incendié le Reichstag par un Goebbels qui semble bien à l'origine de l'incendie. Il prend d'autres risques durant la guerre d'Espagne, où la fraternité de combat l'émeut plus encore. Mais c'est en s'engageant dans le maquis que Malraux découvre profondément la fraternité en armes. S'il se pose un peu vite en colonel, souvenir du colonel de l'escadrille Espagne, il organise avec un chef de l'armée secrète, le lieutenant-colonel Jacot, les maquis de Corrèze, de Dordogne et du Lot, où son audace l'emporte peut-être sur ses compétences. C'est plutôt en poursuivant la lutte armée avec la brigade Alsace-Lorraine qu'il est le plus convaincant, bravant les balles à la consternation de ses frères d'armes. Pierre Bockel, aumônier de la brigade, se rappelle Malraux au cœur de la bataille. Une cigarette à la bouche, il donnait des ordres brefs, puis regardait en direction de l'adversaire d'un regard que nous savions chargé de toute autre chose que de haine, car Malraux méprise tout autant la haine que la guerre. Il fut aussi l'inspirateur tout à la fois présent et mystérieux de notre fraternité, dont la force était à la mesure de son projet de fraternité universelle. Nous recevions de Malraux sa foi en la transcendance de l'homme. On comprend comment Bockel et le colonel Berger pouvaient disputer de foi, de transcendance, voire de Dostoïevski entre les rafales de mitrailleuses. Strasbourg est libéré en novembre 1944 et Malraux se bat encore. Cet engagement sans haine se fait dans la fraternité d'une armée de libération et les risques pris par le colonel Berger consolident la communauté de ces hommes. Est-ce aussi un hommage à ses demi-frères morts ? Charles-Louis Foulon note qu'en préparant son discours pour l'entrée de Jean Moulin au Panthéon, Malraux avait écrit des propos qu'il ne put prononcer le 12 décembre 1964. Depuis des milliers d'années, les résistants ont remplacé leurs morts, mais en combien de temps ? Et dans le nôtre, comme la mort avait déjà terriblement choisi. Le souvenir des Adelphoï, devenus fraterès, le hantera toujours. Quand il décide d'épouser sa belle-sœur, veuve de Roland, Malraux pense que le premier sentiment qu'éprouvera Madeleine sera d'aimer un frère malheureux. On ne répare pas la mort d'un frère, fût-ce en épousant sa veuve et en adoptant son fils. Cette fraternité brûlante, Malraux ne pourra plus la rencontrer. Et la guerre finie, la résistance aura besoin d'un chef. C'est peut-être en souvenir du Garcia de l'Espoir que Malraux se rapproche autant du général de Gaulle. Ce ne sera jamais un frère, mais le chef qui a permis la victoire de la fraternité dans la liberté et l'égalité. Toutefois, la fraternité survit difficilement en politique. Si Malraux dit à de Gaulle avoir épousé la France, c'est qu'il se réfère à 1789. J'ai effacé. Il faut juste la rapprocher. Bref, Malraux se réfère à la Convention, la nostalgie de tout un peuple vers son destin historique. La fraternité, mais la fraternité dans l'effort et dans l'espoir, précise-t-il dans un discours de 1958. Dans le miroir des limbes, Malraux avoue une dernière image douloureuse et presque grotesque, celle d'un vieil homme engoncé dans son ancien blouson d'aviateur, volant fraternellement, mais en vain, au secours du Bangladesh. Ce sens du ridicule a aussi rapproché Malraux de frères enfarfelus, notamment Pierre Véry, l'un des rares fraterès avec lesquels il ne s'est pas brouillé. Le tragique s'est momentanément tu, ses frères sont morts, Josette Clotis aussi, avant que leurs deux fils ne décèdent dans un accident en mai 61. Il n'y a plus de fraternité que dans l'histoire et la mémoire. Mais le nom d'Antigone survivra jusque dans ses derniers écrits. La fraternité semble vouée à la nostalgie. Encore, mais j'y suis, il ne bouge pas. Sinon, on vous entend pas. Sans les deux autres termes de la devise française, elle n'existe que dans le moment du combat. Ce qui nous ramène à la formule de Hugo et aux contestations de l'abbé Grégoire et de Sartre. C'est la première marche parce qu'elle est au début, dans la concertation de la communauté, et qu'on la quitte avec regret. L'égalité permet la construction du politique entre frères, sans qu'il y ait de fra redemptor, le bourreau de l'Inquisition. Seule la liberté acquise par la lutte fraternelle, puis
institutionnalisée peut réunir les citoyens devenus égaux. Si la transcendance, si la transcendance interroge tant Malraux, c'est par la culture qu'il pense restaurer une forme de fraternité. La fraternité des peintres, par-delà les époques et les pays, s'exprime dans la métamorphose des dieux, comme celle des écrivains dans ses articles, préfaces et surtout dans son essai posthume « L'homme précaire et la littérature ». La fraternité aussi est précaire. La culture serait-elle une langue universelle capable de la ressusciter ? Cette étude ne peut s'achever que sur une conclusion ouverte. Les guerres contemporaines rendent tous ces efforts sisyphéens, mais la culture peut sauver les prisonniers, comme ceux du Goulag qui se récitent du Pouchkine pour ne perdre ni l'espoir ni la tête. Pourtant, Vassili Grossman, dans Tout passe, une sorte de suite à Vie et Destin, en revient à l'essentiel. La fraternité des combattants de la Seconde Guerre, celui des résistants, celui des zèques dans les camps, peut revenir comme un souvenir lumineux, mais elle ne dure pas. L'évoquer paraît même indécent quand on sort enfin de l'enfer. Alors retrouver sa maison natale perchée sur une colline ponctuée d'arbres maigres sous un ciel attentif reste l'ultime symbole de joie. La liberté plutôt que la fraternité des luttes et des camps. Effectivement, la fraternité reste trop polysémique, trop brouillonne, liée à la jeunesse. Elle organise les échanges, rapproche les hommes pour qu'ils instaurent l'égalité dans la liberté. La fraternité semble une nécessité au début de toute révolte, puis elle s'installe dans la nostalgie. Sans l'égalité, elle reste charité. Sans liberté, elle n'est qu'un faible cautère aux désillusions. Comme le note Régis Debray, la fraternité décrétée est un risque. L'apostrophe actuelle frère dans les cités, si elle peut rappeler l'hypocrisie qui a parfois sévi dans les couvents où les révolutions n'est qu'un signe de reconnaissance. Elle perd son signifié, reste purement fatigue ou devient performative. Je t'implique dans mon groupe et tu ne pourras pas en sortir. Institutionnalisée, obligatoire et à plein temps, la fraternité périclite, se dissout ou se mue en soumission au groupe. Cependant, sans la fraternité, le despotisme, là je ne sais plus. C'est le micro là. Est-ce qu'il n'a pas bougé? Cependant, sans la fraternité, le... Changer de micro. Oui, parce que je ne change pas de place. Voilà. Cependant, sans la fraternité, le despotisme triomphe aisément. Aujourd'hui, les guerres, le terrorisme, la xénophobie nous le prouvent avec l'incertitude frileuse des démocraties. Sans le ciment de la fraternité, toute démocratie risque de s'écrouler. Revenons sur la devise républicaine, Bergson, dont Jean-Claude Lara note l'empreinte sur la conception du moi malrussien, trouvera que le troisième terme lève la contradiction si souvent signalée entre les deux, excusez-moi, Lara a souligné l'empreinte de Bergson sur le moi malrussien qui n'est jamais fixé, qui est toujours en mouvement, qui est toujours s'éprouvant comme un pur mouvement. Donc Bergson a peut-être devancé ce constat en reformulant dialectiquement la conviction de l'abbé Grégoire. Telle est la démocratie théorique. Elle proclame la liberté, réclame l'égalité et réconcilie ses deux sœurs ennemies en leur rappelant qu'elles sont sœurs, en mettant au-dessus de tout la fraternité. Qu'on prenne de ce biais la devise républicaine, on trouvera que le troisième terme lève la contradiction si souvent signalée entre les deux autres et que la fraternité est l'essentiel. Pourtant, cet optimisme rassurant semble suspendu par la réponse de Jacques Derrida à un Jean-Luc Nancy qui, selon lui, tient à la fraternité pour dire l'égalité dans le partage de l'incommensurable. Pour Derrida, Nancy voudrait croire à la fraternité dans ce récit reçu. Et il poursuit, comme pourrait le faire le Malraux qui choisit ses frères, mais un autre, voilà, qui ne me ressemble plus comme un frère et qui n'arrive pas à y croire, et qui croit même à la réflexion, à l'expérience, qu'il vaut mieux ne pas y croire, non seulement, mais surtout en politique.